Bonjour mesdames et messieurs, ici Simon de Lib. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pas non un CFA, mais deux CFA, dont une fille. On aime beaucoup recevoir des filles. Souvent, on a comme vous avez souvent des gars. Donc, je suis très content de vous avoir, vous deux, un gars, une fille, deux CFA. Je vous laisse vous présenter. Honneur aux dames. Donc, Corinne, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, merci Simon. En fait, mon nom c'est Corinne Sauvé-Boulay. Je suis gestionnaire de portefeuille chez Raymond James. Je collègue avec Marc-André. Moi, j'ai fait mon bac en finance au HEC et ça fait 5 ans que je travaille dans le milieu de la finance. J'ai fait mon CFA en finissant l'université et je suis en train de terminer mon parcours aussi pour être planificatrice financière. Donc, D'accord. ouais, Merci, merci de ta présence, Corinne, merci et beaucoup. le célèbre Marc-André. Merci beaucoup, Simon, de m'avoir invité. Donc, moi, Marc-André Turcot, je travaille maintenant chez Raymond James depuis 5 ans. J'ai commencé ma carrière dans les années 2000, là, dans la fameuse bulle technologique. Mhm. Donc, j'ai commencé au niveau du courtage à escompte. Dans ce temps-là, les transactions en ligne n'étaient pas encore très développées. Donc, les gens appelaient, pouvaient attendre 1 heure au téléphone pour passer une simple transaction. Ensuite de ça, toujours dans une grande institution financière, j'étais planificateur financier en donnant des conseils à des clients de plusieurs succursales de certaines régions du Québec. Puis ensuite de ça, je suis devenu courtier plein exercice, ensuite gestionnaire de portefeuille, puis j'ai quitté la grande institution financière pour une firme indépendante par la suite, mais toujours à titre de gestionnaire de portefeuille. C'est parfait. Donc, on va en apprendre beaucoup aujourd'hui. Vous avez pris des notes. Moi aussi, je vais ouvrir mon ordi. Où est-ce que je vais essayer de ne pas me mettre dans le champ parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a, je pense, un bon épisode qu'on a préparé pour vous, guys, chers auditeurs. Vous allez en apprendre beaucoup. Donc, je vais vous laisser partir. Ça se peut que je vous coupe parce que je suis très bon pour faire ça en plus. Parfait. Mais juste au cas où, on a souvent l'habitude de parler dans un jargon, que ce soit financier, immobilier, entrepreneuriat. Puis des fois, je suis comme, on n'est pas sûr, on va peut-être préciser certaines choses. Donc, ça mange quoi un gestionnaire de portefeuille? Ça mange quoi un CFA? Parce que là, tu m'as dit CFA, mais que tu t'en allais pour planif. C'est Ouais. quoi toutes ces différences-là? Donc, c'est sûr qu'au niveau des licences, il y a plusieurs licences disponibles pour les gens qui conseillent, qui font du conseil en investissement. Donc, les gens, quand ils se présentent généralement dans une grande institution financière, vont faire face à des gens qui ont des licences représentant en épargne collective, ce qu'on peut appeler une licence en fonds mutuels. Donc, ce type de conseillers-là vont pouvoir offrir des produits de succursale, donc des certificats de placement garantis, puis toute la gamme des fonds mutuels, mais généralement de l'institution, des fonds propres à Ok, ouais. l'institution même. Ensuite de ça, quand on va plus vers des filiales de courtage de plein exercice, là, on a une de licence qui s'appelle de l'OCRI, donc l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Et puis là, à ce moment-là, une licence de courtier de plein exercice, ça nous permet de conseiller les gens sur une plus grande gamme de produits. Donc, des obligations, des actions, des fonds mutuels, des produits dérivés aussi, Ça, c'est sur un quand tu type es de licence. indépendant ou ça, juste par rapport? Quand on est dans les grandes banques et dans les filiales de courtage de plein exercice des grandes banques. D'accord. Et puis là, on a une gamme plus étendue, donc on n'est pas limité nécessairement aux produits de l'institution financière. Mais là, à ce moment-là, il y a deux distinctions. Donc, si on a une licence de courtier de plein exercice traditionnelle, on doit appeler nos clients avant chaque transaction pour leur demander la permission d'effectuer la transaction. Donc, c'est sur une base transactionnelle. Par contre, quand on a un privilège de gestion de portefeuille discrétionnaire, à ce moment-là, on établit au départ un mandat, donc un énoncé de placement, dans lequel ça nous donne des barèmes pour gérer le portefeuille. Puis une fois que ce mandat-là est établi, on n'a pas besoin d'appeler le client pour chacune des transactions. Donc, on peut faire des transactions dans le portefeuille à longtemps qu'on reste à l'intérieur des limites qui a été établi dans le mandat initial. Donc, Habituellement, c'est des gens qui ont quand même un certain montant ou je suppose que oui, là, c'est pas, si tu gères un portefeuille d'une façon plus active, c'est que la personne a certaines liquidités. Ça dépend des produits avec lesquels le conseiller est habitué de travailler. C'est Ok. sûr que même en tant que conseiller plein exercice ou même à la limite discrétionnaire, on peut travailler avec des fonds mutuels. Donc, à ce moment-là, les minimums sont plus petits. Mais quand on veut travailler avec des vraies obligations, des vraies actions, à ce moment-là, on a besoin d'un montant un peu plus élevé pour, Ok. juste d'un point de vue opérationnel, pouvoir diversifier le portefeuille dans 10 obligations, Ouais. minimum 5 000 chacune, mais ça nous prend un minimum de 50 000 pour un portefeuille
portefeuille d'obligations, puis un portefeuille d'actions à 40 titres, mais on a besoin là aussi d'au moins 50 000 là aussi. Donc, c'est plus un point de vue opérationnel qu'il y a des minimums. C'est sûr que dans les institutions financières, ils peuvent, dépendamment d'où on se trouve en succursale ou dans le courtage de plein exercice, ils peuvent exiger certains minimums au niveau de la clientèle pour les aligner dans les bons départements. Mais comme nous, dans une firme indépendante, il n'y a pas de minimum comme tel. C'est juste d'un point de vue opérationnel, vu que nous, on fait juste des titres individuels, ça nous prend un portefeuille un peu plus élevé. Sinon, là, on est obligé de recourir au fonds mutuel avec des plus petits montants. Parfait. C'est très, 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 très intéressant. Tu m'avais marqué une petite note. OCR-CVM versus AMF. Donc l'AMF, je pense que tout le monde connaît, l'autorité des marchés financiers. Exactement. L'autre chose, c'est quoi exactement? Donc l'OCR-CVM et auparavant, il y a aussi l'ACFM. Donc autrement dit, quand on avait une licence de gestionnaire, une licence de courtage de plein exercice, on était licencié avec l'OCR-CVM. Donc l'AMF, dans ce cas-là, pour les filiales de courtage de plein exercice, délègue son autorité de vérification à l'OCR-CVM, qui est un organisme d'autoréglementation. Okay. Et puis, auparavant, il y avait deux institutions, l'OCR-CVM et puis l'ACFM. Ils ont fusionné dernièrement pour ne former qu'un seul organisme d'autoréglementation dans le secteur de la gestion des investissements. Parfait. Alors que l'AMF, elle, quand on a une licence de gestionnaire de portefeuille indépendant, donc nous, on est directement inscrit auprès de l'AMF et vérifié par eux. Ouais. Puis Corinne, pourquoi toi, tu as fait ton CFA puis tu t'en vas pour Planif? Peux-tu nous expliquer un petit peu les grandes lignes de tes choix? Ouais. Dans le fond, CFA, je dis souvent que c'est un titre d'analyste financier. Fait que c'est beaucoup axé sur la finance, faire des analyses, des recherches, gérer des portefeuilles puis tout ça. Alors qu'un planificateur financier va toucher un petit peu à la finance, mais c'est beaucoup plus large. La planification financière, oui, il va y avoir de la gestion de portefeuille, mais il va y avoir de la planification de retraite, de la planification fiscale, planification successorale aussi. Les testaments, les assurances. Donc, c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus complet. Et personnellement, je trouve que c'est plus intéressant que juste les placements. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir les deux licences. Marc-André en fait les deux licences. Puis pour donner je trouve un beau service aux clients, c'est plus complet d'avoir les deux. Parce que les deux ont chacun leur rôle spécifique. Le CFA, dans le fond, c'est vraiment dans les marchés financiers, dans l'analyse des actions, des obligations, des produits dérivés. C'est vraiment le cœur de ces études-là, c'est vraiment d'aller à fond dans les produits dans lesquels on peut investir, alors que la planification financière, c'est plus haut niveau, où est-ce que là, c'est là qu'on va faire, dans le fond, les analyses pour les retraites et tout ça. Donc, c'est complémentaire pour nous parce que gérer un portefeuille sans planification financière, c'est un peu géré dans le noir, dans le sens qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va. On va poser des questions clients qui sont qualitatives. As-tu peur du risque? Est-ce que ta connaissance des produits financiers elle est bonne, médiocre? Et puis, on va établir un portefeuille avec ces informations-là. Donc, on navigue un peu dans le noir, alors que la planification financière, ça nous permet vraiment de déterminer pour chaque individu c'est quoi ton objectif à long terme, puis qu'est-ce que ça prend pour y arriver à cet objectif-là. Est-ce que ça nous prend un rendement de 3 pour arriver à tes objectifs ou ça nous prend un rendement de 8 pour y arriver? Et là, la nature du portefeuille va changer à ce moment-là. Si ça nous prend 3-4 on peut avoir strictement un portefeuille d'obligataire. Ces jours-ci, c'est rendu possible, pas il y a 2 ans. Mais alors que si on a besoin d'un 8-9 de rendement pour atteindre les objectifs du client, là, on a besoin d'un portefeuille à 100 en action. Et là, la question, c'est est-ce que la personne, le client, est capable d'endurer la volatilité que ça implique d'avoir un portefeuille 100 en action. Parce qu'on le sait, 2000, 2008, il y a eu des baisses de 50 et puis il faut être capable de rester investi en tout temps, même suite à la baisse de 50 pour pouvoir réaliser le rendement de 8-9 à long terme. Donc, il ne faut pas bouger parce qu'on dit toujours que le petit investisseur a tort, donc il achète trop tard, puis il achète trop tard, vend trop tard. Donc, c'est ça. Donc, le plan, ça nous permet vraiment de confronter le client à ses objectifs versus les outils qu'on a besoin pour y arriver. Et si ça ne fonctionne pas entre le rendement puis qu'on a besoin et la tolérance à la volatilité, mais là, on
retourne au plan, puis on se dit, bon, qu'est-ce que tu veux couper? Est-ce que tu veux prendre ta retraite plus tard? Est-ce que tu veux économiser plus? Est-ce que tu veux, dans le fond... On peut jouer avec le risque on du peut jouer avec portefeuille risque. aussi. Puis tout ça pour arriver à un équilibre où est-ce que, OK, là, on n'a plus besoin de 8. Tu as dit, bon, je veux prendre ma retraite plus tard avec moins d'argent. Je ne suis pas capable d'économiser plus, mais je vais la prendre plus tard avec moins d'argent. Donc là, on n'est plus besoin de 8 on a besoin de 5. Et là, on peut bâtir un portefeuille plus équilibré qui va être plus en lien avec la tolérance de la personne. J'aime vraiment ce que vous dites parce qu'on ne me l'a jamais dit à date. Puis nous, c'est un petit peu ce qu'on enseigne via Lib. Justement, tu veux te monter un portefeuille, c'est quoi tes objectifs? Tu veux prendre ta retraite à 65 ans ou 45 Exactement. ans? Parce que quand les gens nous appellent, par exemple, on fait beaucoup de démocratisation. On a eu beaucoup de monde qui pensait qu'on était contre les conseillers, contre les planifs, ce qui n'a jamais été le cas. Au contraire, je pense qu'on est bien pour travailler en équipe. Je pense que les gens ont besoin d'avoir un petit peu plus d'explications sur certaines choses. Oui. Et ça fait du bien. Mais à un certain moment donné, déjà, de une, l'investissement autonome n'est pas pour tout le monde. Non. Puis de deux, la planification financière, c'est super important Oui. pour tout. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire « Ah, moi, je veux le plus de rendement possible ». Mais quand tu vas avoir une correction, tu sais, les corrections, ils disent que depuis 1900, les corrections arrivent aux 18 mois, je pense, donc une chute de 10%. Tu vas faire quoi? Tu vas vendre toutes tes actions? Exactement. Non. Puis souvent, c'est plus important d'avoir un plan financier que le choix des placements eux-mêmes. Tu sais. Le plan financier peut éviter beaucoup d'erreurs coûteuses. Fait que oui, entre un produit, un fonds mutuel X ou des actions individuelles, c'est important, mais le plan financier et les décisions financières choisies sont beaucoup plus importants à long terme puis peuvent avoir des conséquences beaucoup plus lourdes que placement A versus placement B. On n'en a pas, on n'existait pas sur notre liste, mais j'ai une question par rapport. Oui. Est-ce qu'il y en a des fois qui vous appellent, comme admettons les derniers mois qu'on a vécu qui ont été un peu plus difficiles, on va dire la dernière année, est-ce qu'il y a des clients qui vous appellent, qui vous disent « Ok, guys, faites de quoi, je suis plus capable » ou qu'est-ce qui se passe sur les marchés, ou est-ce que vous donnez une certaine éducation financière à votre clientèle? Dès le départ, en fait. Okay. C'est dès le départ, la première fois qu'on rencontre un client, une des questions, c'est combien tu es prêt à perdre. Okay. Dans le fond, c'est à partir de ce moment-là. Puis, ironiquement, il y a une différence entre, sur un portefeuille de 100 000 combien tu es prêt à perdre, il y a une différence entre 20 et 20 000 20 c'est correct, mais 20 000 oh non, c'est même trop. Ouais. C'est pour ça qu'il faut jouer avec tout ça. C'est avec l'expérience qu'on finit par l'apprendre, mais il faut aussi savoir que la tolérance change. Quand les marchés vont bien, les gens sont prêts à prendre plus de risques, mais quand les marchés vont moins bien, tout d'un coup, là, ils ne veulent plus prendre de risques. Fait qu'il faut évaluer aussi ce risque-là. C'est quoi la possibilité que mon client me dise oui, je veux prendre du risque, mais qui change d'idée en cours de route, puis que là, ça ne fonctionne plus à ce moment-là. Donc, est-ce que tu leur expliques justement le fait qu'il y a des corrections, des chutes? C'est pour ça. J'aime toujours utiliser des exemples extrêmes. Donc, on le sait, la bourse, ça peut perdre 50 dans une année. On l'a vu en 2000, on l'a vu en 2008. Donc, 50 c'est souvent le chiffre que j'utilise. Est-ce que vous êtes prêt sur un portefeuille de 100 000 de perdre 50 000? La prochaine fois qu'on se voit, à la prochaine révision l'année prochaine, je vous montre votre état de compte, puis il est rendu à 50 000 Comment vous réagissez? Théoriquement, tu as perdu 50 000 dans le fond. C'est mais ça. Tant que ce n'est pas cristallisé, ce n'est pas une vraie perte. Mais par contre, le client voit quand même le portefeuille qui est passé de 100 000 à 50 000. Fait en utilisant un exemple extrême, ça frappe un petit peu plus l'imaginaire pour le client. Pour répondre à ta question, c'est puisqu'on travaille énormément sur ça dès le départ avec un client, quand on a des corrections, c'est que ça demeure tranquille. Donc, on n'a pas beaucoup d'appels parce que les gens ont été prévenus à l'avance que dans les situations extrêmes, ton portefeuille va peut-être perdre 50 pour un portefeuille en action. Puis là aussi de dire aux gens, parce que la plupart pensent qu'en étant un gestionnaire de portefeuille, on voit tout venir d'avance. Non. Je dis souvent aux gens que si je voyais tout venir d'avance, je ne serais pas besoin d'être gestionnaire de portefeuille. Je serais sur une plage en quelque part à gérer mon argent et être très riche. Tu peux m'inviter. Exactement. C'est sûr qu'on peut éviter des erreurs, on peut faire des prévisions. À long terme, la bourse a toujours fait entre 9 et 10 sur le très long terme. Mais l'année prochaine, je ne sais pas. Voilà. Donc, on le sait, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté depuis 1 an. En théorie, quand les taux d'intérêt montent, ça devrait faire baisser la valeur des actions en bourse. Et là, je regardais ce matin, aux États-Unis, le S&P 500 se transige au même niveau qu'au 16 mars 2022, où est-ce qu'on a commencé à monter les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, le marché américain a complètement ignoré la hausse de 5 des taux d'intérêt depuis qu'on a commencé à les monter.
Ouais. Si je peux expliquer un petit peu aussi pourquoi, dans le fond, la hausse des taux fait en sorte que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Il y a plusieurs raisons. Un exemple assez évident, c'est que si les compagnies, les entreprises en bourse, souvent, ils ont de la dette pour faire des projets. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, le coût de la dette augmente. Donc, c'est moins profitable, ils ont moins de profit. Donc, ça peut faire diminuer le prix des actions en bourse. Une autre raison aussi, c'est que pour un investisseur, on a souvent le choix entre aller en bourse ou acheter des produits de revenus fixes plus sécuritaires qui, eux, versent des taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, les produits sécuritaires sont plus attrayants. Donc, souvent, quand il y a une hausse de taux d'intérêt, ben, il y a certains investisseurs qui vont enlever de l'argent à risque pour aller dans des produits sécuritaires plus attrayants. Comme les obligations, par exemple. Comme les Exactement, oui, obligations. Parce que exactement. maintenant, une obligation d'1 an est autour de 5 de rendement. Donc, C'est énorme. on en a fait pour même certains clients où est-ce qu'il y a 2 ans, les taux des obligations étaient à 0,25, 0,50 puis on était, avec la planification financière, on voulait générer du 5. Donc, on était obligé d'amener les clients à prendre plus d'actions pour obtenir le fameux 5 Et là, avec les taux qui ont monté, on a revisité certains de nos portefeuilles et on leur a proposé que la planification financière, selon ce qu'on avait compté, on avait besoin de 5, on est capable d'avoir 5 en obligations. Est-ce que tu veux transformer ton portefeuille d'actions en obligations? Parce que tu vas atteindre tes objectifs de toute façon. Et il y a certains clients ont dit oui. Donc, ce phénomène-là, on devrait le voir globalement aussi, où est-ce que quand les taux d'intérêt montent, ben, ça attire les gens qui ont été forcés de prendre des risques pour atteindre leurs objectifs, mais maintenant peuvent vendre leurs actions et retourner en obligations. Donc, ça fait baisser la demande des actions. Parce que là, à date, admettons, depuis 2022, donc octobre 2022, on est rendu qu'on a pris 24 points quelques pourcents sur le S&P 500, ce qui est énorme. Alors que les taux d'intérêt ne font juste... Je veux pas tout casser là ce que tu as prévu. J'arrête de parler. Non. Je sais que vous nous avez préparé quelque chose de super bon que j'avais hâte de voir, donc je vais vous laisser faire une présentation. Si à la maison vous voulez prendre des notes, etc., je pense que ça va être super bon. Sinon, réécoutez le podcast plusieurs fois parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de vous deux. Donc je vous laisse, comme je vous dis, je vais vous couper, c'est évident. Oui. Mais c'est un échange. Je vous écoute. Dans le fond, moi, je fais beaucoup de recherches au niveau macroéconomique. J'adore ça. C'est quelque chose que les gens, des fois, ne portent pas beaucoup attention, mais on a eu un point d'inflexion au niveau économique avec la COVID. Dans le sens que depuis, si on regarde simplement les taux d'intérêt, on a vu que depuis 1982, je suis assez vieux pour me souvenir que quand j'allais devant une succursale bancaire, je voyais des taux de CPG à 12 les taux ont monté, dans le fond, à 15 sur les taux de rendement 10 ans en 1981 pour descendre jusqu'à 0,5 en 2021. Donc, on a eu toute une chute des taux d'intérêt. Et là, ben, on voit... Et il y a toute une génération qui n'a jamais connu de hausse de taux d'intérêt. C'est vrai. Donc, c'est pas un risque. Ça n'a jamais été un risque pour eux. Où est-ce qu'on est actuellement? Ça n'a jamais été aussi haut que depuis 2001. Donc, dis-toi que les jeunes qui commencent à acheter leur première maison, mettons début vingtaine, n'ont jamais vécu ça. Jamais connu ça. Puis à chaque renouvellement d'hypothèque, ben, c'était plus bas. Puis on épargnait, dans le fond, sur le taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc, on a eu un point d'inflexion. Mais pourquoi, dans le fond, les taux d'intérêt ont monté? Ça peut être une question. On a vu le taux d'inflation qui a fortement augmenté. Mais ça venait d'où, ça? C'est en fait, durant la COVID, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements ont intervenu massivement pour aider la population. Donc, les gouvernements ont dépensé des milliards de dollars, ce qui a fait en sorte qu'au Canada, le déficit du gouvernement canadien a monté à 328 milliards en 2021. On est toujours en déficit en ce moment, mais à 90 milliards, mais toujours en déficit. Ça, la dette, je ne suis pas un très grand connaisseur en économie, mais que ce soit la dette de la France, moi ça fait depuis que je suis petit que j'entends parler de la dette de la France, vu que je suis né en France, mais on les paiera jamais ces dettes-là. C'est là qu'on s'en vient. C'est que dans le fond, il y a eu tout, il y a eu... juste dans le fond, depuis la COVID, la dette du gouvernement canadien a augmenté de 57 Donc depuis 2-3 ans, on est passé de 721 milliards de dettes à 1135 milliards. Okay. Puis aux États-Unis, on a augmenté de 19 On est passé de 26 000 milliards à 31 000 milliards. Donc, la dette a beaucoup augmenté dans les deux cas, principalement à cause de l'intervention ou de l'aide que les gouvernements ont donnée aux entreprises, aux particuliers, pour les faire passer à travers l'épisode qu'on a connu de la COVID. Si je peux juste faire peut-être la distinction entre un déficit puis la dette, c'est peut-être pas clair, mais dans le fond,
déficit annuel pour le gouvernement, c'est la différence entre ses revenus, donc principalement les impôts des particuliers et des corporations, la différence entre les revenus et les dépenses. Si à la fin, il y a eu plus de dépenses que de revenus, bien là, ça crée un déficit. Puis le déficit s'ajoute à la dette actuelle. Et vice-versa, si le gouvernement a réussi à avoir un surplus budgétaire, bien là, le surplus va venir diminuer la dette. Fait que c'est un peu la... Je pense que ça n'arrive plus depuis les dernières années. Ça fait très longtemps, Ça oui, fait on longtemps. accumule beaucoup de dettes. Puis, c'est, dans le fond, on élit des gouvernements avec des promesses. Donc, dans le fond, c'est toujours, ça sera jamais populaire au niveau d'un gouvernement de dire on va couper les dépenses. Donc, ça serait dur de se faire réélire. Donc, c'est la nature même du système fait en sorte qu'on a tendance à vouloir. On passera pas trop de temps là-dessus, Oui. là, mais parce que je pense qu'on a un bon programme. Et moi, c'est des choses qui me pas qui m'agacent, mais tu sais que j'aimerais creuser un petit peu plus Oui, justement. et de c'est se dire- intéressant. Tout à fait. Oui. Parce que pour nous, en tant que citoyens, on a Mhm. reçu Mathieu Davio là, il y a 2-3 semaines, qui est un homme politique qui était pour le Parti conservateur fédéral, puis que là, il est conseiller municipal. C'est ce qu'il nous disait, il parlait des promesses qu'on va élire les gens. En disant, moi, il m'a déjà dit off-air, donc pas en ondes, mais il m'a déjà dit, tu sais, tu fais 2-3 belles promesses, puis les gens vont t'élire, puis si tu les respectes pas, c'est pas, tu sais, c'est pas... C'est la Malheureusement. nature de la bête. Mm. Mais je me dis, tu sais, nous, en tant que citoyens, nos enfants, nos petits-enfants, un jour, si on en a ce genre de choses-là, je me dis, on va s'en sortir comment? Tu sais, à qui on doit cet argent-là? Non, on la doit aux investisseurs qui ont acheté des obligations gouvernementales, dans le fond. Ok. Et ça peut être des gens comme toi, comme Corinne, comme moi, les fonds de pension qui achètent des obligations gouvernementales. Donc, tout ce qui est les fonds mutuels d'obligations aussi. Donc, ce sont eux, dans le fond, qui détiennent la dette gouvernementale, parce que le gouvernement n'emprunte pas nécessairement dans une banque. Il Non, va c'est émettre ça. des obligations. Donc, c'est les acheteurs des obligations qui vont être les grands financiers. Fait que, dans le fond, on parle de déficit et tout ça. Donc, ce qui fait, mais pour que il y ait un équilibre, c'est qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui on a imprimé de l'argent pour éponger ces déficits-là. Donc, les banques centrales ont imprimé de l'argent. À titre d'exemple, aux États-Unis, la Banque centrale américaine, la monnaie en circulation avant la COVID était de 900 milliards de dollars. On est rendu à 2300 milliards, donc ça a augmenté de 150 Ok. La masse monétaire a augmenté de 40 de 2020 à 2022 aux États-Unis. Donc, quand la quantité d'argent en circulation augmente fortement, ça a un impact sur l'inflation. Puis encore une fois, je vais prendre un exemple extrême. Si on décide demain matin de régler le problème de la pauvreté, puis on dit on fait un chèque à tout le monde d'1 million de dollars. Fait Ouais. comme ça, on imprime, puis on se dit équitablement, on envoie 1 million de dollars à tout le monde, mais on ne change rien du reste. Le nombre de maisons, c'est le même. Tout ça. Donc, les gens avec 1 million de dollars, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se dépêcher justement. Tous ceux qui voulaient acheter une maison vont aller les acheter parce qu'ils ont 1 million de dollars de plus. Donc, plus il y a de l'argent en circulation pour un même nombre de biens dans l'économie, bien, ça fait que rapidement les prix augmentent et puis finalement, bien, on n'a pas solutionné le problème comme tel. Donc, vraiment, quand on imprime de l'argent, ça a un impact. Donc, on diminue son pouvoir d'achat. Mais quand on le fait rapidement durant la COVID, puis on a augmenté de 40 en 2 ans, bien, c'est là que fait en sorte que le taux d'inflation a monté à 9 aux États-Unis, puis a monté à 8 au Canada. Donc là, on est en rebaisse. Donc, on est retombé de 9 à 4 aux États-Unis, puis de 8 à 3,4 au Canada. Mais quand même, c'est vraiment un phénomène monétaire, l'inflation. Est-ce que vous prenez en considération un peu la société dans laquelle on vit en tant que CFA ou planif, de se dire on consomme de plus en plus? Je pense que nos parents, on a à peu près dans la même tranche d'âge, nos parents, nos grands-parents consommaient pas autant que nous. Maintenant, on est vraiment dans une société où on jette rapidement, on répare pas. Est-ce que ça prend en considération, puis que c'est à cause de ça aussi qu'il y a tous ces chiffres-là, ou ça juste par rapport? Ben, dans un sens, oui, parce que ça va avoir un impact. C'est pour ça qu'il y a un point d'inflexion, d'après moi, depuis la COVID. C'est que justement, les taux d'intérêt étaient toujours à la baisse depuis 40 ans. Donc, Les ça gens augmente le consomment. pouvoir d'achat. Donc, Surconsommation. c'est beaucoup de consommation, exactement. Ça libère des fonds pour Ouais. dépenser. Et là, on voit les taux qui ont augmenté de 5 aux États-Unis, de 4,5 au Canada. Demain, on annonce probablement une autre hausse au Canada. Donc, là, il y a un changement de régime. Puis, pour vous donner une idée de l'impact, dans le fond, sur les familles, on dit que le revenu moyen d'une famille québécoise, c'est 80 000 par année. Donc, si on dit que les deux gagnent 40 000, pour faire un exemple Donc, facile, brut, 80 000, net 63 000, si les deux ont le même revenu. Ça, je pense que c'était des chiffres tirés d'un article de Nicolas De Bérubé. Nicolas Bérubé, son dernière, effectivement. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que les taux hypothécaires, en juillet 2020, on pouvait avoir un taux d'1,89 sur 5 ans.
Maintenant, les taux La sont... belle On est vie. loin La de belle ça. vie, exactement. Maintenant, les taux sont à 4,94. Donc, si je prends une toute petite hypothèque de 200 000 on s'entend qu'avec Peut-être les plus grand-chose, ouais. prix médians d'une maison sur l'île de Montréal est rendu à 700 000, autour de l'île de Montréal, 550. Donc, 200 000 d'hypothèque, c'est pas beaucoup. On passe de 1,89 à 4,94. Bien, c'est 6 000 de plus en intérêt par année lorsque la personne va renouveler son hypothèque. OK, mais 6 000 c'est net d'impôts. Mhm. Donc, il faut que la famille gagne 10 000 bruts de plus pour avoir 6 000 net dans ses poches. Donc, c'est une augmentation salariale de 12,5 %. C'est pas grand monde qui ont 12,5 % d'augmentation de salaire. Et ça, c'est juste pour l'intérêt sur l'hypothèque. On ne parle pas Ah, d'épicerie, on peu. ne parle pas Exact. de... Donc, la question en ce moment, c'est est-ce qu'il va y avoir une récession? Ben, je ne peux pas vous le dire quand est-ce, mais je sais que l'impact sur une famille qui a une hypothèque va être assez énorme. Puis ça va être difficile. Ce 6 000 $-là, il va falloir qu'il soit économisé ailleurs. Mhm. Fait que c'est ça, ça risque de causer une moins grande surconsommation quand toutes les familles vont être serrées, c'est ça, liées à l'hypothèque. Puis pour les gens qui n'ont même pas d'hypothèque, ben, l'épicerie, tout le monde en entend parler. Oh ouais, bah, c'est un petit peu comme on fait des webinaires de temps en temps. D'ailleurs, ce serait bien qu'un jour vous participiez à un de nos webinaires. Je pense que ça pourrait être très intéressant. On rassemble tout le temps à peu près 500 personnes qui viennent. Puis on veut faire justement avoir des experts invités. Et c'est un petit peu pour expliquer l'inflation rapidement, c'était comme étant cette année, tu dois faire refaire ta toiture parce que c'est l'heure. Bah, ta toiture, elle va atteindre là. Tu sais, Oui, elle va probablement exact. attendre un an ou Exactement. deux que le taux Exact. d'intérêt descende. Puis le sport des enfants, d'habitude, ton fils, il joue au soccer, en même temps, il fait du basket, puis il vient chez nous faire du jiu-jitsu. Bah, il fera pas, il y en a un, tu sais, ils vont couper quelque part. Puis les restos, c'est pareil. Donc, c'est un peu un cycle, une chaîne que je Mhm. consomme moins. Donc, automatiquement, les entreprises. Parce qu'il Font y a moins des de coupures revenus. aussi. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui Oui. font des coupures. Donc, ouais, c'est. Donc, c'est un cercle, c'est ça exactement. Les familles consomment moins. On dit que l'économie, c'est 70 des dépenses de consommation qui est Mhm. l'économie. Donc, des hausses de taux d'intérêt ont un impact sur les consommations, sur la consommation, Ouais. donc un impact sur les ventes des entreprises et Mhm. leurs profits. Donc, ça, oui, ça a un impact sur tout. Puis même au niveau gouvernemental, quand ça commence à être plus difficile, ben, il y a il y a plus de gens qui ont besoin d'aide, de prestations. Donc, les dépenses gouvernementales augmentent. Qui augmente le déficit, augmente la dette, c'est vicieux. Puis, un truc que je trouve intéressant, c'est l'impact des taux d'intérêt sur les finances publiques aussi. Donc, bien des gens discréditent la dette comme étant pas importante. Puis on en a parlé un petit peu tantôt. Et je veux dire, à un moment donné, cette dette-là, faut en tenir compte. Mais le gouvernement, c'est un peu comme une famille. Depuis 40 ans, on voit les taux d'intérêt diminuer. Donc, pour les frais d'intérêt sur la dette gouvernementale, ben, ont Plus diminué petit, eux ouais. autres, et ce qui a permis de créer d'autres programmes et d'autres dépenses. Un peu à l'instar d'une famille, c'est la même chose. Donc, ce que moi, je me suis amusé à faire, c'est surtout, c'est plus facile pour moi au niveau du gouvernement américain, c'est d'aller voir toute sa structure. Parce que autant un gouvernement qu'une famille, ce qu'on a, c'est des termes. Les gens qui ont une hypothèque de 5 ans, malgré qu'on a augmenté les taux d'intérêt depuis 1 an et quelques mois, Eux, ça bouge pas. ça bouge pas. Et même les hypothèques à taux variable, souvent les paiements sont fixes. Comme moi, c'est ça. Exactement. Donc, c'est la portion capital et intérêt qui Mhm. change. Donc, Puis on là, va. tu vois ton. Moi, j'ai renouvelé. Bah, vu que j'ai acheté une maison là en octobre, on a pris à taux variable à 4,80 quelque chose. Je suis rendu à 7,4, je Oui, pense. oui. Exact. Mais là, ma portion, tu sais, tu vois les mois qui te restent sur TD, tu peux voir X nombre d'années que tu vas payer. Puis là, c'était plus 25 ans, c'était genre 37 ans. C'est J'étais ça. comme, oh my Ouais. god. Donc, mais bon, ouais. Et puis là, il arrive un point, puis ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est que quand la partie intérêt devient 100 du paiement, là, il y a réajustement du paiement immédiat et non pas au renouvellement Exactement. de l'hypothèque. Nous, ils Donc, nous ont écrit pour nous ouais. dire, vu qu'on a une jeune hypothèque qu'on vient d'acheter, Pour aviser. ils nous ont dit, bah, écoutez, ça se peut que dans les prochains mois, on vous contacte pour faire soit un paiement forfaitaire ou soit d'augmenter les paiements. Nous, ce qu'on a fait, j'ai mis de l'argent sur mon hypothèque Mhm. en plus parce que je pouvais me le permettre. Mais je me dis, tu sais, là, on parle d'économie, macroéconomie, c'est parfait, c'est super. Mais quand tu penses à l'émotion, on va en parler après. Tu m'as Oui, dit que tu avais oui, des petites oui. choses sur l'émotion. L'investisseur qui fait des placements, tu disais tantôt, ça va bien, il va faire des placements, il est plus à risque. Puis c'est comme, ah ouais, let's go. Quand ça arrive ça, puis qu'il se dit, OK, my God, ma job est un peu plus à risque parce que Oui. je travaille dans un secteur justement où est-ce qu'ils font des coupures, ou j'ai pas d'augmentation cette année, je vis à côté sur ma marge de crédit, sur ma carte de crédit, j'ai refinancé ma maison, donc j'ai une ligne de crédit sur mon hypothèque. Et à un moment donné, ça ne peut que exploser, tu sais. C'est ça, Enfin, je exactement. pense. Et il y a un délai. Dans le fond, le point, c'est que
puisque on a 70% des gens ont des hypothèques à taux fixe. OK. Donc, et le gouvernement, c'est la même chose, c'est des obligations. Donc, quand il émet une obligation pour 5 ans, ben, son taux est fixe pour 5 ans lui aussi. Donc, entre le moment où les taux d'intérêt augmentent et l'impact complet sur l'économie, on peut aller jusqu'à 3, 4, 5 ans, là, C'est ça. dépendamment de la structure. Donc, les banques centrales ont augmenté très rapidement les taux d'intérêt et on commence à peine à voir les impacts parce que les hypothèques se renouvellent tranquillement, les obligations du gouvernement se renouvellent tranquillement. Puis c'est un peu là que, au niveau des finances publiques, ce que j'ai fait, c'est que malheureusement, puis là, j'ai les données plus américaines, quand les taux d'intérêt étaient à 0% il y a 2 ans, les gouvernements n'ont pas pris cette opportunité-là pour allonger leurs obligations. OK. Ils ont quand même émis de la dette à court terme. Donc, aux États-Unis, le gouvernement va être obligé de renouveler la moitié de ses obligations dans les 2 prochaines années. Et avec un taux. À Et des avec taux un taux beaucoup plus beaucoup élevés. plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, dans les analyses que je fais, c'est de voir la dépense d'intérêt. Cette année, elle devrait aux États-Unis devenir la 3e plus grosse dépense du gouvernement américain. Aïe, Dans aïe. 2 ans, en 2025, ça devrait devenir la 2e plus grosse dépense. Et en 2027, la plus grosse dépense du gouvernement américain devrait être les intérêts. Les lumières vont s'allumer à un moment donné, là, J'espère. comme quoi la dette est problématique. Je pense qu'en France, c'est la 5e plus grosse dépense, c'est la dette. Il y a l'armée, la santé, Exact. etc. Puis là, dans le fond, on s'en va aussi. La problématique, c'est qu'on s'en va, on le sait, on a une population vieillissante. Puis il y a un truc qui est intéressant de regarder, c'est le ratio de dépendance. Le ratio de dépendance, c'est quoi? C'est le nombre d'enfants de OK. 15 ans et moins et le nombre de retraités Mhm. par rapport au nombre de travailleurs. Donc, au début des années Le 60, ratio de dépendance. de ratio de dépendance. OK. Donc, Sur une J'ai base entendu. démographique, oui. D'accord. Fait que dans le fond, dans les débuts des années 60, on avait 70 jeunes et retraités pour 100 travailleurs. Puis on s'entend que c'était principalement des jeunes et pas des retraités à ce moment-là. Et là, le nombre de travailleurs depuis le début des années 60 a augmenté. Donc, et là, en 2007, on avait 48 jeunes et retraités pour chaque 100 travailleurs. Au niveau des finances publiques, ça, c'est merveilleux parce que dans le fond, c'est les travailleurs qui paient de l'impôt et les services offerts, surtout aux personnes plus âgées, les soins de santé et tout ça, donc sont abordables parce qu'on a beaucoup de travailleurs. En 2007, au Canada et aux États-Unis, cette tendance-là s'est inversée. Et là, En 2007. en 2007, OK. le ratio a recommencé à augmenter, mais là, c'est pas des jeunes, c'est pas un baby boom. Là, dans le fond, Ouais. c'est les retraités. Donc, on a de plus en plus de retraités. Et puis là, on va voir, selon les projections, réaugmenter ce chiffre à 80 jeunes et retraités versus 100 travailleurs en 2100. Donc, on change complètement de dynamique démographique. Puis pourquoi je parle de tout ça? Parce que déjà, les principales dépenses des gouvernements sont liées au vieillissement de la population. Parce que quand OK. on regarde au Canada, la prestation de sécurité de la vieillesse, la PSV, c'est 60 milliards de dépenses. Puis les transferts aux provinces pour les programmes sociaux et la santé, c'est un autre 60 milliards. Donc déjà, c'est 30 des dépenses du gouvernement fédéral sont associées au vieillissement de la population. Au Québec, on parle de 41 du budget de la province qui est alloué strictement à la santé. Puis aux États-Unis, c'est 65 des dépenses qui sont associées au vieillissement de la population déjà. Et là, on s'attend à une augmentation du ratio, Ouais, du de toute façon, nombre il de disait retraités. qu'on avait 5 payeurs de taxes pour un retraité. Puis je pense dans 5 ans, c'est 3 payeurs de taxes pour un Exactement. retraité. C'est un peu le ratio de dépendance, OK, dit c'est ça. autrement. OK. Ouais. OK. Fait que quand on parle de taux d'intérêt à la hausse, puis qu'on parle que les principales dépenses des gouvernements sont déjà liées au vieillissement de la population, ça va être dur de couper les dépenses Ouais. pour réatteindre l'équilibre budgétaire. Donc, ça va être compliqué. Donc, si on est obligé de revenir on a toujours un gouvernement a deux choix, soit qu'il coupe ses dépenses ou qu'il imprime de l'argent. S'il continue à recourir à l'impression de monnaie pour adoucir les coins, mais le taux d'inflation devrait demeurer plus élevé que les 10, 15, 20 dernières années. Puis si on a un taux d'inflation qui reste plus élevé, on doit avoir un taux d'intérêt qui reste plus élevé là aussi. Je sais pas si vous pouvez répondre à ça, puis sentez-vous libre, là, je vous mets sur la map. Mais quand vous voyez ce genre de décision gouvernementale de tous les pays, je comprends qu'il y a eu la Covid, etc. Mais vous, en tant que professionnel qui regardez ça à longueur de journée, que vous avez étudié là-dedans, vous vous dites quoi? Est-ce que vous dites, man, on s'en va dans le mur? Ou vous dites à vos parents, ok, enfin, je sais pas comment. Moi, je capote, souvent, ça me fait capoter, mais vous, comment vous le vivez? Mais je pense que ce qui est important, c'est la première chose, agir avec ce sur quoi on a du contrôle,
Puis ce sur quoi on a du contrôle, c'est notre propre niveau de vie. Dans le fond, si on parlait tantôt là, d'achat et de consommation, je pense que la première... Si le taux d'inflation demeure plus élevé que ce qu'on a connu dans les 20 dernières années, bien, ça va être plus facile de couper $1 de dépenses que de générer $1 net de revenus supplémentaires après impôt. Donc, et souvent, les gens ont un peu perdu l'habitude de faire des choses par eux-mêmes. C'est le simple fait d'aller se chercher un café le matin, on ne dira pas quelle place, mais je veux dire, il y a des endroits que ça coûte 4-5 $ pour s'acheter un café, alors qu'on pourrait le faire à la maison pour un seul dollar. Donc, c'est juste c'est pas dire ne bois plus de café ou n'achète plus telle chose, mais reprends le contrôle dans le sens, recommence à faire certaines choses par toi-même parce que c'est déjà des sources d'économie importantes. Quand tu vas t'acheter quelque chose, ben, tu as payé l'employé, tu as payé le propriétaire du commerce, tu as payé les distributeurs, tu as payé tout le monde, la chaîne qui a travaillé en dessous pour que tu puisses te le faire servir. Moi, mes voisins, je sais pas si avez-vous des enfants? Oui, ouais. 3. Pas moi. 3? Ouf, c'est pas ça. Tu sais, moi, j'ai une petite fille, je travaille, j'ai plusieurs choses dans la vie. No judgment, là, s'ils m'écoutent, mes voisins, je suis désolé, je vous regarde. Mais mes voisins en face, ils vivent bien. Tu sais, je pense que le monsieur, il est comme ambulancier ou pompier, un des deux. La fille, je sais pas, mais ils se font livrer du WeCook à chaque semaine. Chaque semaine. Puis la fois passée, je me dis, tu sais, pour les vacances, je vais m'en faire livrer. C'est avec ma conjointe, j'étais comme, pourquoi pas. Mais je regardais les prix, ça coûte comme... il faut que tu prennes beaucoup de repas. Si tu en prends, mettons, seulement 10, ça te coûte $23 avec les frais. Et si tu veux rajouter une bonne portion, puis je suis comme... Alors que tu pourrais quand même cuisiner chez toi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que ils n'ont pas d'enfants, c'est pour ça que je dis ça. Tu sais que quand tu as des enfants, ben, tu es plus occupé habituellement. Oui. Mais je me dis, les habitudes de consommation, tu parles du café, je parle de WeCook ou on veut Cook It ou peu importe, HelloFresh, mais c'est toutes des habitudes comme ça qu'on a tellement pris l'habitude de ne plus le faire, c'est comme tout cuit dans le bec un peu. Là. Et on paye pour ça, par exemple. On paye pour ça. Tu sais, tu vas au IGA maintenant ou au métro, peu importe, ils te prennent le fromage Oka, ils te le coupent déjà eux-mêmes en morceaux, puis ils te le double du prix. Ils te le mettent dans un genre de plat en plastique, emballé encore par du plastique, puis c'est comme un exactement. C'est un parallèle quand même avec l'environnement aussi, souvent. Ouais. Là, c'est tout ce qui est plus rapide et plus cher, puis aussi plus de plastique, plus... Puis je m'amusais, je donnais des cours à l'Université de Sherbrooke, puis je m'amusais toujours à confronter les étudiants, parce qu'on parlait d'étudiants en finance, puis le simple fait, on parle de café, là, puis dans ce temps-là, je disais, si à partir de 15 ans, tu prends un café par jour dans un restaurant, peu importe la marque, de 15 à 65 ans tous les jours, puis au lieu d'aller l'acheter, tu le fais par toi-même, puis tu économises $2 par jour, puis tu l'investis en bourse, ce $2. Là. Ouais. Ben, ça te donnait un montant final de 487 000 $ pour ton café. Ensuite de ça, si tu faisais ta sandwich à la maison, au lieu d'aller l'acheter dans une chaîne de restauration rapide, puis tu économisais $3,50 en le faisant toi-même, mais là, de 20 à 65 ans, parce que à 15 ans, maman te fait encore ta sandwich. Là, c'est 600 000 $. Puis là, l'autre chose, puis une auto de base versus une auto avec un logo. Mais tu vas économiser, disons, 400 $ par mois en prenant une auto de base. Mais là, si tu investis ça je ne peux pas l'entendre, je suis coupable. De 25 à 65 ça ans, reste des choix, là, c'est 1,2 million. Ouais. Fait que quand on pense qu'au Québec, les gens ont économisé en moyenne 100 000 $ dans leur REER et leur CELI dans la cinquantaine, rendu à la cinquantaine. Vas-y, refais ça. Donc, ce que j'ai lu, c'est que les gens dans la cinquantaine, entre 55 et 64 ans, ont accumulé en moyenne 80 000 $ dans leur REER puis 20 000 $ dans leur CELI. Fait que 100 000. Je devrais dire médiane plus que moyenne. Mais c'est 100 000 $. Puis l'autre exemple que je donne souvent... Mais ils vont faire comment, ces gens-là, à la retraite? Ben, c'est ça, parce que dans le fond, là, on parlait tantôt de qu'est-ce qu'on fait, mais je reviens à la planification financière pour prendre le contrôle. C'est sans tomber dans le budget, parce que tout le monde en parle du budget, puis, mais il y a peu de gens qui savent exactement... Combien ils ont besoin? En fait, ils savent combien ils gagnent, mais ils ne savent pas vraiment combien ils dépensent. Puis quand on fait nos questionnaires de planification, quand on veut faire une planification financière, on a tout un questionnaire. Puis l'élément que les gens ont le plus de misère à nous répondre, c'est leur coût de vie. Puis souvent, ils nous lancent un chiffre. Des fois, c'est drôle parce qu'on a un couple, par exemple, puis un des deux membres du couple va dire un chiffre, puis l'autre personne va dire un autre chiffre. Puis des fois, on fait faire l'exercice vraiment précis. Détaillé. Puis des fois, ça peut être du kit au double. Vraiment, les gens n'ont aucune idée. Là. Ouais.
Fait Puis que, des fois, on le voit juste avec savoir, mettons, quel revenu brut les gens font. On sait avec le revenu brut combien de revenus nets qu'ils font. Mhm. Admettons, ils font 100 000 bruts, ils en font 70 net, exemple. Puis là, ils nous disent, ah, on dépense 50 000 par année. Mais ils ont à peu près aucune épargne. Ouais, il est où il est ce où le 20 20 000 là? 000 de Et où? plus? Exactement. Fait qu'on sait que c'est pas 50 000, on sait que ça tourne probablement autour de 70. Fait que juste à l'œil, on peut. Tu sais, le budget, tu sais, on peut faire ça de façon très laborieuse et longue, mais à la limite, on sait, tu sais, on prend notre talon de paye, notre revenu Mhm. net, on regarde à la fin de l'année, au 31 décembre, combien de revenus nets on a fait, puis on regarde notre dette au début de l'année versus la fin de l'année, puis on a une bonne idée de notre coût de vie en 3-4 minutes. Là. Je veux dire, Ouais. fait que mais ça, c'est important parce que les gens sous-estiment toujours leur coût de vie. Puis souvent, ils savent que les paiements par mois sont temps, mais ils oublient tout ce qui est annuel. Tu sais, Ouais. les vacances, on les oublie, les primes d'assurance vie une fois par année. Il y a toujours des dépenses, des imprévus qu'on oublie, puis finalement, ça fait gonfler la facture Oh, bah, beaucoup. solide. Nous, on avait fait l'exemple il y a quelques années avec ma conjointe où on avait dit, puis c'est dernièrement, bon, en fait, dimanche, j'ai tourné une formation sur sortir de l'endettement parce qu'on se faisait beaucoup demander, donc un peu des concepts de base, comment donc, tu sais, la consolidation de dette, Mhm. la stratégie boule de neige, la stratégie des taux d'intérêt, le transfert de solde, etc. Bref, mais dans le budget, je lui dis, nous, on a un fichier Excel, un template qu'on envoie aux gens, puis faites-le en conjointe, Mhm. Mhm. sous forme de jeu. Tu sais, c'est ce que Oui, vous aviez dit, puis Ouais. je trouve ça intéressant. oui. Ok, on prend le épicerie, catégorie épicerie, on met tous les 3 derniers mois, on les met, on fait une moyenne. Puis j'avais fait avec ma blonde. Ah, d'après toi, on a dépensé combien à l'épicerie? Je sais pas, $500. C'était le double. Oui, Exact. effectivement. Parce qu'on oublie, ah, le vendredi soir, on va aller chercher un petit dessert. Moi, quand je vais à l'épicerie, j'oublie ça. Tu sais, tu vas à l'épicerie quand t'as faim. Pire des idées. C'est ça. Puis là, ça devient, on va en reparler plus tard des motifs, mais tu sais, dépenser de l'argent, c'est émotif dans le sens Mhm. que on veut pas, c'est rare les gens qui vont vraiment prendre la décision de réduire leur style de vie. Ouais. Vraiment rare, parce que les gens veulent pas perdre. L'aversion à la perte est le plus grand obstacle ou le plus grand ennemi de l'être humain. On veut pas perdre, on veut pas perdre notre style de vie, puis on veut pas couper. Puis là, c'est là que les gens vont dire, ben, on va essayer d'aller chercher plus de revenus, mais ça c'est une chose, mais ou on va essayer d'aller prendre plus de risques dans nos investissements parce que on veut pas couper notre style de vie. Alors, on décide de ne pas prendre une décision où on aurait le contrôle versus une décision où est-ce on n'a aucun contrôle qui est le rendement finalement qu'on va obtenir sur notre portefeuille. Ça fait que les gens préfèrent, ont le contrôle sur leurs dépenses, donc pourraient décider de couper leurs dépenses facilement, mais préfèrent s'en remettre à quelque chose qu'ils n'ont pas le contrôle, donc d'augmenter le rendement dans leur portefeuille, donc d'augmenter le risque pour espérer faire plus de rendement, mais là, on n'a pas de contrôle du tout. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que, surtout dans le contexte d'inflation en ce moment, puis tout ça, les gens repoussent l'épargne. C'est la dernière chose que les gens veulent faire. Surtout, je trouve qu'au Québec, les gens, leur premier objectif, c'est de payer leur maison le plus rapidement Mhm. possible, puis ensuite épargner. C'est sûr que maintenant, quand les taux d'intérêt sont rendus à du 5 c'est peut-être une bonne chose, mais quand les taux d'intérêt étaient sur une hypothèque à 1,89, on pouvait espérer faire plus de Bah oui. rendement sur un portefeuille d'actions à long terme que sur l'hypothèque. Donc, c'était pas nécessairement une bonne décision. Faut regarder. Dans le fond, les entrepreneurs, c'est les gens qui accumulent de la richesse de plus. Mais qu'est-ce qu'ils font, les entrepreneurs? Ils empruntent d'argent à un taux X, puis ils réinvestissent dans leur entreprise à un taux plus élevé, puis c'est comme ça qu'ils font des sous. Mais c'est comme si les gens avaient peur de la dette, puis ils veulent s'en débarrasser au plus vite. C'est correct, mais en même temps, il faut regarder toujours, je crois, si j'ai $1 en poche, j'ai le choix entre rembourser de la dette à 2 ou faire du neuf à long terme, mais c'est peut-être mieux de Bah faire oui. du neuf à long terme parce que l'impact est assez grand. Si les gens commencent à 25 ans à épargner, puis ils veulent avoir une rente de 3 000 $ par mois à leur retraite, si on commence à 25 ans, c'est 400 $ par mois qu'il faut mettre de côté. Mais si on commence à 40 ans, c'est 1 000 $ par mois qu'il faut mettre de côté. Donc, l'effort, à chaque fois qu'on attend, ben, l'effort est plus grand. Et puis là, il y a aussi une étude qui dit qu'on joue toujours à quitte ou double. Les gens, s'ils se sentent en retard, au lieu de se contenter de ce qu'ils ont, ben, ils vont prendre 2 fois plus de Ouais. risques pour essayer d'atteindre leur style de vie puis de ne pas avoir à le couper plus tard. Donc, ils prennent plus de risques, ils n'ont pas le contrôle. Et puis là, ben, c'est des émotions qui rentrent en ligne de compte. Donc, on revient à ce qu'on a sur le contrôle. Donc, là, dans tout ce contexte-là, ce que je dis, c'est, bon, je reviens à la planification financière, se faire un plan de match, déterminer c'est où on veut se rendre, puis est-ce que c'est réaliste? Déjà là, si on dit, je veux prendre ma retraite à 55 ans, j'en ai 45, j'ai pas accumulé aucun argent,
C'est impossible. Dommage. C'est ça, dommage. Réessaye à la prochaine vie, malheureusement. Et Ouais. puis, comme on disait tantôt, certaines statistiques que j'ai vues, c'est que les gens, donc dans le fond, les gens qui ont un régime de retraite maintenant, ce n'est que la moitié de la population avec leur employeur. Donc, d'accord. 54% des gens ont un régime de retraite. Et puis maintenant, les bons vieux régimes de retraite à prestation déterminée, comme on avait avant, ça n'existe plus. C'est souvent à cotisation déterminée, donc le risque revient, le risque de manquer de fonds revient sur la personne et non pas sur l'entreprise. Mais les gens accumulent juste, comment dire, 100 000 là. En moyenne, Et ça, je suis choqué par contre. c'est juste ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Mettons quelqu'un qui n'a pas épargné. Là. La maison. Mais la Puis la maison, maison- c'est un centre de dépenses, ça ne rapporte rien. Non, mais dans Mais- le sens, tu la vends pour t'en aller dans un appartement qui Et veut. là, on vient à une aversion aux pertes que les gens, la maison, c'est très émotif, puis on ne veut pas la vendre. La plupart des gens ils tiennent, comme là, le coût des maisons hypothécaires, ça va Ouais. augmenter. Les gens vont couper sur plein de choses pour garder la maison parce Ouais. que c'est très émotif en général. C'est sûr qu'il y en a qui vont le faire. Mais si on n'a pas épargné, là, parce que des fois, ça nous est arrivé quelquefois que les gens nous appellent, des personnes âgées, puis ils disent j'ai seulement les prestations du gouvernement, qu'est-ce que je peux faire? Dans le fond, la prestation du fédéral en ce moment à 65 ans, c'est 8 000 par année, 8 300. Pas beaucoup. La moyenne de Par année. par année. Ça, dans le fond, tout Canadien a droit à ça. Toute personne qui est restée Pendant 40, 40 ans au Canada a droit à la prestation de la sécurité de la vieillesse. Puis on Puis- parle de 8 383 Ça, pour quelqu'un qui a un haut revenu, elle commence à être coupée à un certain montant. Fait que, c'est quelqu'un qui Ok. fait 200 000 par année à la retraite, peu importe, ne touchera pas à ça. Là. D'accord. Puis au Québec, c'est la Régie des rentes. Le maximum que quelqu'un peut toucher à 65 ans, c'est 15 679. Mais ça, c'est quelqu'un qui a cotisé au maximum toute sa vie. En moyenne, la Régie des rentes paie 9 100 de prestations aux Québécois qui ont 65 ans. Fait que En moyenne, le Québec paye 9 000, puis le fédéral 8 000. Et voilà, donc on Donc, a t'as moins de 17 000. 20 000, Moins de 20 000. Là, c'est sûr qu'à ces Libre niveaux-là... d'impôts, dans le fond, après, en dessous de 15 000. C'est- Oui, en dessous de 15 000, il n'y a pas beaucoup Imposable. d'impôts. Ouais. C'est imposable, mais à Quasiment ces rien. niveaux-là, ils n'auront pas beaucoup d'impôts à payer. Mais là, on parlait tantôt que le revenu net moyen des gens, c'est soit d'une famille, c'est 80. 62 000. Donc, 2 fois 17 000, on parle de 35 000 Donc, il y a un 30 000 de manque à gagner là, par année. Fait que Donc, si il les faudrait gens- que tu aies mettons, un 750 000 $ de côté, si tu fais la règle la règle du 4%, dans le Ouais, fond. Mhm. c'est ça. Parce que si les gens ont 100 000 puis ont besoin de couvrir 3 000 par mois, ça va durer 3 ans. Là. Puis après ça, on se retrouve Ça va juste sur les monter. prestations gouvernementales. Donc, puis là, c'est important de prendre son avenir en main le plus tôt possible. Puis Et c'est capoté Et pour vous me faites capoter. c'est ça. Donc, puis dans un contexte d'inflation qui va sûrement se maintenir, de taux d'intérêt qui va se maintenir fort, le prix des maisons n'a pas diminué. Fait que les gens sont. Et ça fait en sorte que les loyers aussi ont augmenté. Je veux dire, les loyers. C'est plus achetable c'est- maintenant. Je veux c'est- dire, tu payes la même chose, maison, puis loyer quasiment, tu sais, ça peut être proche. Là. Tu sais, on parle, et puis ça épuise vite un budget de 18 000 là. Ah oui. Donc, c'est critique de faire sa planification financière. puis Écoute, de- un loyer à 1 500. Et voilà. Ben, c'est ça. Exact. C'est ça. Donc, on paie. C'est ça. Donc, et plus on attend, oui, on peut avoir le supplément de revenu garanti qui, si on est vraiment pauvre, si tu as moins de 21 000 tu peux avoir du supplément de revenu garanti, mais on va vivre sur 20 000 Je veux dire, c'est ça qui nous attend. Là, au bout Puis de la ligne, là. je sais pas si tu as l'information, les prestations du gouvernement sont-tu liées à l'inflation? Ça augmente Oui. à chaque année? Ils sont Oui. indexés. Ils Mais sont dans le sens indexés que à l'inflation. c'est rien de majeur quand même. là. C'est pour ça qu'on dit que les personnes âgées vivent quand même sous le seuil de la Oui, pauvreté. bien souvent. C'est ça. Donc, et on Puis- peut rien faire. Puis rendu juste là. mentionner aussi là, la pension de sécurité de la vieillesse, c'est canadien, puis tu as habité pendant 40 ans au Canada. Ouais. Mais la RRQ, c'est la Régie des rentes, il faut y avoir contribué, il faut avoir travaillé. ça. Oui, il faut avoir Donc, travaillé, travailler. c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu disais que la moyenne est quand même plus faible que le maximum qu'on peut avoir. Mais il y a des gens... 9 000 en moyenne, t'as dit? 9 100, qui est la moyenne actuelle que la Régie des rentes paie à une personne de 65 ans au Québec en ce moment. Donc, le maximum, quelqu'un qui aurait cotisé au complet aurait droit à 15 679, mais en moyenne, les gens obtiennent 9 108 parce qu'ils n'ont pas cotisé, parce qu'il faut avoir un salaire d'environ 65 000 pour cotiser au maximum. Donc, les gens n'ont pas 65 000 de salaire, donc ils n'ont pas nécessairement la rente maximale à la fin. Donc, il faut savoir aussi que la prestation de la vieillesse, mais il n'y a pas d'argent de côté pour ça. Comme on disait tantôt, c'est les travailleurs qui paient pour les retraités, mais alors que la Régie des rentes, eux, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le fond, qui gère l'argent des Québécois. Donc, guys, chers auditeurs, si c'est pas fait, la majorité de nos auditeurs investissent, ont compris l'épargne, etc. Mais si vous avez des gens dans votre entourage,
prenez les choses en main. Si vous avez des gens, parce que j'ai jamais eu, je savais que c'était à peu près 24 000 que le Québec fédéral versait, mais tu vois, j'avais pas l'info que les gens en moyenne 100 000 $ entre 54 et entre Oui. Donc, 55 et 64 ans. c'est 80 000 en REER puis 20 000 en CELI. Dites ça à vos proches qui n'ont pas d'argent. C'est important là, que les gens allument parce que ça va être quoi plus tard? Je sais qu'on remet toujours ça plus tard. Oui. Ah, toi, moi, t'inquiète pas, ça va aller mieux plus tard. Moi, c'est ce qu'on me dit souvent. Ah, mais ça ira mieux plus tard. Plus tard, je vais être plus en shape. C'est ça. Je vais avoir des meilleures Exactement. habitudes de vie, puis je vais avoir plus d'argent. Mais je change aucune de mes habitudes, mais ça va aller mieux. Non, Puis plus aussi- on attend, plus ça coûte cher. Ben, c'est Exactement. ça. Puis l'autre chose, c'est au point de vue émotionnel, entre j'ai 100 $, j'ai le choix de dépenser ce 100 $-là sur quelque chose qui me tente en ce moment ou de l'investir. La récompense émotionnelle quand on achète quelque chose est immédiate. On est heureux, on a acheté une gratification, alors que de l'investissement, c'est un résultat à long terme. Puis donc, et pour ça, je fais souvent des parallèles entre la finance et la santé, dans le sens que on cherche souvent des solutions miracles. Donc, en santé, le médicament qui va nous faire perdre du poids, mais en investissement, malheureusement, ce que je vois souvent, c'est quoi la prochaine affaire qui va doubler? Dans le fond, c'est quoi là, on a eu les vagues techno en 2000, là, on a eu toutes sortes de vagues. Là, la dernière, les cryptos, les bitcoins. Là, la dernière, c'est l'intelligence artificielle qui est responsable, quand on disait tantôt que la bourse a monté de 24 %, mais c'est basé sur 5 compagnies environ. C'est très concentré. C'est très, très concentré, la performance de la bourse en ce moment sur ces compagnies-là exposées à l'intelligence artificielle. Mais on cherche la solution rapide pour pallier à notre retard, dans le fond, ou à notre besoin. Puis là, je m'amuse souvent à demander aux gens qui veulent trouver la prochaine chose qui va doubler de valeur, c'est quoi votre objectif de rendement, dans le fond? Quand vous cherchez ce genre de choses-là, est-ce que c'est d'augmenter de 100 % de rendement, 50? C'est quoi le plus possible? C'est quoi oui, exactement. C'est quoi que vous voulez faire avec ça? Fait que, dans le fond, peu importe le chiffre qu'on dit, si on regarde, dans le fond, Warren Buffett, qui est probablement la personne la plus connue en investissement, qui est parti d'à peu près rien, puis qui est devenu un des hommes les plus riches sur la planète. Je regardais tantôt, son rendement moyen sur les 50 dernières années, c'est 19,8 %. Ce qui est énorme. Ça en a fait la personne la plus riche au monde. Fait que quand vous avez un objectif de 50 % de rendement ou de 100 % de rendement, c'est que vous allez peut-être le faire une fois ou deux ou trois, mais si votre stratégie n'est pas réplicable, si vous ne pouvez pas la soutenir à long terme, c'est pas une stratégie, c'est de la chance. C'est de la chance, exact. C'est de la loterie. Ça revient à la même chose. C'est pour ça que l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint et c'est pas le fun. L'investissement, c'est pas excitant. C'est vraiment une discipline. Ça le devient. Je veux pas te contredire là-dessus, mais moi, je suis content. Le jeudi, quand j'ai ma paye, c'est un automatique. Je suis dans le lit, je prends mon téléphone, on se réveille, je regarde ma paye, 1 200 dans mon compte conjoint, je rembourse ma carte de crédit, le reste, je le place. Je suis content de le faire. Oui. À un moment donné, moi, ça fait 10 ans maintenant, là, je suis content de me dire, OK, là, je vais acheter mes actions, puis mes FNB, peu importe. Je suis content de le faire parce que j'ai compris, parce qu'en 10 ans, j'ai eu le temps de faire de l'intérêt composé aussi, je vois mes rendements qui vont bien. Donc, je suis content de me dire, hey, c'est nice. Quand je place pour ma fille, dans le RE de ma fille, je suis comme... Elle le sait pas, on n'a aucune idée, elle comprend pas, mais elle va être contente plus je tard. me dis, je pense qu'elle a 18 ou 19 000. Elle a 5 ans. Dans le fond, elle a le max, je peux pas mettre plus. Bah, tu peux mettre plus, mais pour l'instant, je mets 2500 par année. Pour avoir la subvention. Puis, je me dis, t'imagines le tremplin que je peux donner à nos enfants. Mais sais-tu combien ça prend pour ton enfant naît aujourd'hui et tu veux qu'il soit millionnaire à 65 ans? Je pense que tu mets $1 000 au début, c'est-tu ça? En termes de cotisation, récurrente. Je sais pas, ça doit pas être beaucoup. C'est 34 $ par mois investi en bourse. $1 par jour, grosso modo. Fait que pourquoi que les gens ont juste 100 000 $ en moyenne, mais que si on commençait à investir $1 par jour à la naissance d'un enfant en bourse, on s'entend, il y aurait $1 million à la fin, mais en moyenne, les gens ont 100 000. C'est là c'est pas inaccessible. Il y a un manque d'éducation, je ne veux pas le dire de façon négative, mais on ne donne pas l'information, on va dire ça comme ça, aux gens, que c'est plus on commence tôt, moins l'effort est
lourd. Puis on parle quand même de... Et les gens ont de la misère à voir aussi l'impact exponentiel du rendement. C'est pas linéaire. Donc, dans le fond, c'est ça. On dit que c'est toujours le premier million de dollars qui est difficile à ramasser, puis après ça va vite. Mais c'est ça. Plus on commence tôt, plus c'est facile. Donc, il y a ça. Puis le risque, les gens, surtout, je trouve, au Québec, la bourse, ça fait peur. Ouais. C'est Mais à long terme, selon des analyses qu'on a faites, il n'y a jamais eu une période de 15 ans depuis 1870 qu'un investisseur a fait un rendement négatif sur 15 ans, puis là, on inclut la Grande Dépression, on inclut les 2 guerres mondiales, on inclut tout, là. Fait qu'il n'y a jamais eu une période de 15 ans négative. Donc, le long terme, il est gagnant. Il est gagnant. C'est juste de la gestion, encore une fois, du court terme, puis de l'émotion et de l'aversion aux pertes qui crée la peur. La peur. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent aux gens. Si c'est peut-être pas d'avoir un plan financier complet, idéalement, oui, mais c'est d'au moins séparer les objectifs court terme des objectifs long terme. Oui. Parce que ça ne sera pas les mêmes placements. Ça serait une erreur, je pense, selon moi, de mettre de l'argent en bourse pour un objectif dans un an. Si c'est beaucoup trop volatile. Souvent, nous, le CELIA, puis il est sorti. Je vais m'acheter une maison dans un an, je place mon argent dans le S&P 500. Moi, je suis comme... Moi, je ne ferais pas ça personnellement. Après, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas planif. Mais ma raison et mes connaissances me disent que non, tu es mieux d'être beaucoup moins risqué pour l'avoir tout de suite. Parce que quand tu vas acheter ta maison, puis que les marchés vont être en chute de 50% si on reprend l'extrême, ça fait mal. T'sais. Exactement. Exact. Puis aussi, ça l'aide avec la tolérance de la volatilité quand on sait que, bon, mais cet argent-là, c'est pour dans 20, 30, 40 ans. OK, ça baisse, mais j'en ai pas de besoin l'année prochaine. Fait que c'est beaucoup moins stressant. Ouais. Puis ça permet de tolérer un petit peu mieux la volatilité, du moins pour la majorité des gens. Fait que oui, de vraiment séparer, faites-vous, c'est quoi mes objectifs à court terme? Puis court terme, là, on parle de 15 ans. Là, fait que 10 à 15 ans, c'est relativement quand même court terme. Puis de vraiment séparer ça. Le court terme, allez-y, sécuritaire. Surtout maintenant, on a la chance que les taux d'intérêt sont élevés. Donc, les placements sécuritaires ne donnent pas seulement du 0,5. D'accord avec ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire la distinction entre les deux. Là. OK. Parfait. Puis, dans le fond, il n'y a rien contre le fait que les gens gèrent les choses eux-mêmes. C'est correct de faire ça. Puis, c'est vrai qu'un conseiller, ça peut être dispendieux, puis les gens ne sont pas tous prêts à payer les frais d'un conseiller, mais il faut faire attention parce que on regarde les données d'une firme qui s'appelle Dalbar aux États-Unis qui analyse le rendement des investisseurs particuliers. Puis eux autres, ce qu'ils prennent, c'est les flots dans les fonds mutuels, les entrées puis les sorties de fonds pour calculer le rendement. Puis en 2022, eux, puis ils font sur 30 ans ça. Okay. Donc, pour le 30 ans qui s'est terminé en 2022, le S&P 500 a fait 9,65% de rendement en moyenne, mais l'investisseur moyen en actions aux États-Unis, au détail, a fait 6,8%. Évidemment. Donc, oui, il y a des frais, mais ce qu'ils disent, c'est l'émotivité. Les gens, parce que là, la période s'est terminée en 2022, ça fait quand même quelques années que ça va bien. Mais quand on regardait les données de 2014, les 30 années précédentes, le S&P 500 est à 11,06 pour 30 ans, puis les investisseurs étaient à 3,8. C'est fou. Il y avait 7% d'écart. Fait que c'est pas juste des frais. Puis ce qu'il disait, c'est dans les pires années de sous-performance des gens, c'est 1987, 97, 2000, 2008. C'est toutes des années où ça allait mal, où les gens ont pris panique. Ouais. Et puis là, ils ont vendu au pire moment, puis ils ont attendu avant de réinvestir. C'est ça qui coûte le plus cher. Donc, on peut le faire soi-même, c'est correct, mais il faut avoir une bonne discipline. Certain. C'est ce que, nous, il y en a plein qui nous contactent. « Oh, j'ai investi ça, tiens, check mon portefeuille. Est-ce que tu as des connaissances ?» Tiens, mettons, tu vas leur dire « Ok, mais oui, mais l'indice de ceci, c'est quoi un indice ?» Je pense que tu n'es pas prêt à investir par toi-même en bourse. Ouais. Puis, comme je l'ai dit au début du podcast, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont trop émotifs. Quand tu as le Python buy puis sell qui est à côté de toi, tu n'es peut-être pas fait pour investir. Puis là, il y a aussi l'autre étude là, qui m'échappe, qui disait que les gens qui investissaient par eux-mêmes faisaient 2,5 fois moins de rendement qu'avec un conseiller à cause que les gens, ils sortent, ils rentrent et j'achète le... Parce que c'est ça. Si je fais une histoire courte, nous, ce qui nous arrive, c'est quoi? J'ai lu le livre de Nicolas Bérubé, il dit d'investir dans VGRO. Ou Jean-Sébastien Pilote, je ne sais plus lequel. J'investis tout dans VGRO. Là, je commence à me renseigner. Non, j'ai tout mon argent dans VGRO, tout va bien, je suis content. Et là, je commence à me renseigner. J'ai 25 ans, je suis une infirmière, vous ne le saviez pas, mais j'ai 25 ans, je suis une infirmière. Je suis avec mon chum, on a des quadruplex. Puis là, on me dit, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir autant d'obligations. Puis est-ce que tu savais que VGRO, c'est le total market, c'est pas le S&P 500 ou le TSX 60?
Et là, ils ont lu le livre, si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre d'un gars en français, qui s'appelle La magie des dividendes. Et là, ils lâchent tout. Et là, c'est comme acheter que des dividendes. Et là, ils achètent que des fonds à dividendes. Là, ils sont trop contents. Ils ont perdu un peu d'argent avec VGRO, mais c'est pas grave, puisqu'ils vont se refaire avec les dividendes. Exactement. Mais là, ils lisent l'autre étude qui dit que les fonds à dividendes font moins que les fonds de croissance. Caroline Debine, ils vendent tous leurs fonds à dividendes, puis là, ils s'en vont dans les fonds de croissance, parce que là, ils ont entendu que les mines avec le lithium, ça allait être fou, puis la crypto. Donc là, et nous, ce qu'on voit, là, ce qu'on reprend, ce qu'on récupère, souvent, c'est ces gens-là qui ont fait des essais-erreurs. Puis moi, je suis comme, guys, formez-vous, lisez des livres, écoutez des podcasts, allez voir des pros, puis ou, tout simplement, comme, faites gérer votre portefeuille par quelqu'un d'autre si vous n'avez pas l'envie de le faire pour vous, tu sais. Puis là, j'ajouterais aussi, c'est si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, un conseiller, mais évaluer sa propre émotivité à votre conseiller. Là. Si c'est quelqu'un qui veut faire ce genre de gestion-là, on va faire ci, on va faire ça, on va acheter et vendre, mais ça sera peut-être pas meilleur que de le faire soi-même à ce moment-là. Je pense que la première question à poser à un conseiller, c'est quoi ta stratégie d'investissement? C'est quoi? Donne-moi tes facteurs décisionnels, donne-moi ton plan de match, donne-moi le processus. Les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes. Non. Exactement. C'est des questions importantes parce que si tu es pour faire affaire avec un conseiller puis payer pour un service, faut au moins que tu t'assures que le conseiller, ça ne sera pas du « Ah, je pense que » ou il va au gré du vent. C'est important d'avoir des processus décisionnels pour enlever le plus d'émotions possible, même en tant que nous, conseillers. J'ai toujours dit aux clients ou aux gens à qui je parle d'investissement, si vous parlez à un conseiller puis qu'il utilise le mot « je pense que », courez. Parce que je pense que c'est mon gars de 18 ans, il pense quelque chose, ça vaut autant que le conseiller. Je pense que c'est quoi, je pense que. Puis souvent, les gens vont prendre leurs décisions basées sur leur rendement ou la performance parce que c'est un chiffre facile à évaluer, puis je le comprends. Mais je pense que c'est plus important de poser des questions sur le processus que sur le rendement. Parce que des fois, il y a toujours des cycles dans les marchés boursiers, des cycles valeur, des cycles croissance. Fait que si on a un gestionnaire qui est valeur, il ne va pas très bien performer pendant une phase croissance, puis c'est normal. Puis tu ne veux pas un conseiller non plus qui passe de valeur à croissance, de croissance à valeur, parce qu'il va faire au mauvais moment lui aussi. Donc, si toi, tu es plus confortable avec un style valeur parce que c'est des compagnies plus établies, avec des moins volatiles, mais assure-toi que ton conseiller, ton gestionnaire, ce soit un gestionnaire valeur, puis que les critères qui appliquent dans ses choix, ce soit des critères que toi, tu es d'accord, puis tu es confortable avec ces critères-là, dans le fond, avec son processus décisionnel. C'est comme ça que je pense qu'on évalue plus un conseiller que sa performance ou même un fonds mutuel. Parce que nous, ce serait facile de dire, comme on l'a déjà fait avant, 1000 regrets, mais il y a eu des clips de nous qui disent les conseillers ne battent pas l'indice. Il y a d'autres clips qu'on n'a pas coupés, mais qu'on aurait pu dire le but d'un conseiller n'est pas de battre l'indice de toute façon. Puis nous, on se fait approcher. Regarde, mon conseiller, je suis seulement 4% sur les 10 dernières années. Ok, mais qu'est-ce que tu lui as dit à ton conseiller? Peut-être que c'est toi qui a fait la mauvaise job en lui disant moi, c'est toi le pro, fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, dis-lui, moi, je cherche ça, je cherche telle croissance. Pierre-Yves Maxwin le dit très bien, c'est qu'on va magasiner notre auto pendant des mois et des mois, on va aller faire des tests routiers. Les voyages, je ne voyage pas, donc je ne peux pas te dire, mais l'auto, moi, je l'ai magasiné, là, c'était comme, OK, let's go. Mais que notre conseil, c'est comme un ami de la famille, tiens, j'ai mon argent, tu veux ça dans quoi? Regarde, je m'en occupe pas, là, c'est toi qui t'en occupes. Puis c'est à nous, c'est nous les fautifs là-dedans, en partie. Là. Exactement. Donc ça, c'est ça. Je trouve que c'est un élément important au niveau du conseiller, c'est ça, de savoir son processus, puis de baser sa décision là-dessus. Puis je dirais toujours, si on venait comme faire attention au mode. Tu sais, le dividende, là. Je veux dire, ça a été une grosse mode, ça, dans les années 2000, ça l'est encore. Là, c'est parce que le dividende, c'est tangible. C'est quelque chose que les gens reçoivent dans leur compte, puis ils peuvent voir. Bon, puis là, ils disent, peu importe le mouvement du titre, là, moi, j'ai mon dividende, j'aime ça. Bon, ça dépend. Mais encore une fois, il y a des compagnies qui savent très bien attirer les investisseurs en payant de gros dividendes pour lesquels ils n'ont jamais généré suffisamment de profit pour payer. Et puis, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? C'est qu'ils empruntent l'argent à la banque pour payer un dividende. Là, on va moins le voir parce que les taux d'intérêt ont monté. Mais quand les taux d'intérêt étaient très faibles, c'est quelque chose que je voyais souvent. Des compagnies qui paient des 8, 9, 10 de dividendes. Ça attire les investisseurs, c'est bon pour le prix du titre parce que ça attire des gens, des acheteurs, ça gonfle le prix, tout ça. Mais c'est pas soutenable parce que dans le fond, la compagnie a généré pour 100 millions de profits, mais a payé pour 300 millions de dividendes pour obtenir le fameux 8 Puis on l'a vu avec AQN l'année passée ou il y a 2 ans. Je pense que le chiffre est probablement pas bon. Je pense que c'est 47% qu'ils ont diminué
leurs dividendes du jour au lendemain. Et là, le prix du titre, parce que là, cette annonce-là se fait toujours après la fermeture des marchés, parce que c'est jamais pendant. Et là, le premier prix qu'on a là, à 9h30, quand ça ouvre, c'est un prix corrigé énormément. Donc notre petit surplus de dividendes est disparu en dedans de nuit, finalement. Donc, les modes, c'est à faire attention. C'est quand on reçoit des conseils de notre coiffeur ou de notre beau-frère, c'est toujours à faire attention. Donc, il faut faire ses devoirs. Puis les dividendes, ben, c'est bien, c'est correct. Ça répond à un besoin, mais des fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est ça, les dividendes, c'est une stratégie parmi une des stratégies qui peut être utile, mais c'est aussi, il faut que la personne détermine c'est quoi ses objectifs, c'est quoi son profil d'investisseur. Puis, non, c'est très intéressant. Oui, donc c'est beaucoup de ça. Dans le fond, notre travail, au bout de la ligne, c'est loin d'être juste mathématique. Je pense qu'on est plus des psychologues que des gestionnaires de portefeuille. On essaie tout le temps de juger l'état émotif de notre client. Dans le fond, ce qu'on veut s'assurer, c'est de le garder dans un état émotif stable pour ne pas qu'il prenne le téléphone à un moment donné, comme on disait tantôt, puis qu'il dise « OK, là, vends tout, je suis plus capable ». Fait que dans le fond, c'est Puis au début, c'est ça. Au début, ben, on apprend à les connaître. Des fois, on peut se tromper un peu, mais au fur et à mesure qu'on connaît un client, puis que là, on sent qu'il veut prendre plus de risques qu'il devrait, mais notre rôle, c'est de le freiner, puis de lui dire, regarde, tu t'en souviens-tu de la dernière fois, tu as perdu, tu étais devenu très émotif, et ainsi de suite. Donc, je pense que le travail d'un conseiller, un bon travail, c'est d'avoir un bon processus discipliné, puis de l'autre côté, c'est de faire une bonne gestion émotionnelle de son client pour le garder en confiance, le garder calme, parce qu'en état de panique, les arguments rationnels ne fonctionnent plus. Quand on a atteint ce niveau-là, il est trop tard. En fait, là, je n'ai pas fait mon travail. Si le client rentre dans une phase émotive très, très intense, c'est parce que je l'ai mal évalué au départ, puis je l'ai mis trop à risque par rapport à ce que... Faut pas c'est pas parce que le client dit que je suis capable d'endurer les risques que c'est vrai qu'il est capable. Quand ça arrive, c'est une autre histoire, effectivement. Ouais. Donc, Puis un bon outil pour faire ça, c'est vraiment le plan financier, parce que des fois, il y a des clients qui disent « Ah, les marchés vont bien, je veux prendre un petit peu plus de risques. » Là, on retourne au plan, on va dire « Regardez, pour atteindre tous vos objectifs, là, vous avez juste besoin de 4 % de rendement. Ouais. Pourquoi vous en voulez plus? » En fait, c'est de leur dire vous n'en avez pas de besoin. Puis là, plus de risques égale plus de volatilité. Fait que je trouve que le plan financier est vraiment un bel outil pour calmer l'émotion des gens, diminuer le stress, mais aussi diminuer leur volonté peut-être des fois de prendre du risque pas nécessaire. Puis ça revient à la grosse question qu'on a souvent, j'en ai-tu assez? Ouais. Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que je vais en manquer? Parce que là, ça, c'est une crainte. Là, dans le fond, de dire... Beaucoup. Parce que si on commence à manquer d'argent à 75 ans, il est trop tard. Je veux dire, la santé souvent décline, on ne peut pas retourner travailler, tout ça. J'en ai-tu assez? La seule... Et pour couper ça court, les gens, ce qu'ils font, c'est « OK, j'ai 45 ans, les gens de mon âge en ont combien? » Oui, c'est vrai. On veut se comparer à... Mais encore une fois, est-ce qu'on est quelqu'un qui dépense beaucoup, quelqu'un qui dépense pas beaucoup? Est-ce qu'on veut prendre notre retraite à 70 ans? Est-ce qu'on veut la prendre à 55? Donc, de se comparer à une moyenne, ça donne pas grand-chose. C'est vraiment par rapport à où est-ce qu'on devrait être rendu par rapport à nos propres objectifs. Ce qu'on fait quand on a un plan, dans le fond, c'est qu'à chaque année, on sait combien qu'on devrait avoir dans le CELI, combien qu'on devrait avoir dans le REER, puis on peut évaluer, on est-tu au-dessus ou en dessous de notre objectif cette année? Si on est en dessous, est-ce qu'on apporte des correctifs tout de suite, on épargne plus, ou on se fait une moyenne de 5 ans, puis on attend que ça va se rattraper? Mais c'est ça. Je sais qu'on a parlé souvent, mais le plan... Ça instaure une discipline, ça rassure, ça calme les gens. Puis nous, ça nous permet de bâtir un portefeuille qui est aligné avec le rendement qu'on a de besoin. Puis encore une fois, puis ce qui est intéressant, c'est que des fois, les gens, on leur dit, tu as besoin de juste de 4, pourquoi tu veux faire du 6, 7, 8? Je sais pas, mais j'en veux plus. Ouais, au cas où. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est 2 stratégies. Dans le fond, mettre de côté le montant d'argent qu'on a besoin pour atteindre les objectifs, puis avoir un petit panier ou un petit budget à plaisir, puis d'essayer de s'amuser avec. Mais ça revient comme aller au casino. Si les gens qui ont un budget avant d'entrer dans le casino, c'est 500 $ puis qui sont confortables à le perdre en bourse, dans une stratégie de day trading ou tu te mets un budget X que tu es confortable de perdre à zéro, puis tu ne deviendras pas émotif, tu t'es mis un budget. Donc, alors que quand tu joues avec le montant total, puis là, tu le perds. J'ai déjà vu des histoires d'horreur. En 2000, j'ai vu des comptes passer d'1 million à 60 000. J'ai déjà vu ce genre de situation-là, puis c'est triste. Ah ouais. C'est triste. Catastrophique. Oui. Merci. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on fait le podcast. On a vu pas mal de choses. Va falloir que vous reveniez.
Si on veut vous rejoindre, est-ce que vous prenez encore des nouveaux clients? Si on aimerait faire affaire avec vous, comment ça fonctionne, votre firme? Comment vous rejoindre? On va mettre vos coordonnées aussi en Oui, bas de oui, l'épisode. on prend des clients, là, comme on disait, on n'a pas nécessairement de minimum, on y va plus, nous, avec la capacité et la volonté. Si c'est un jeune qui commence, mais qui a une grande volonté, il n'y a pas de problème. Donc oui, on prend toujours des clients. On a une page Facebook, Marc-André et moi, on est sur LinkedIn, puis on a un site Internet aussi qu'on pourrait donner, là, Ouais, nos on va le mettre coordonnées, dans les ouais. notes de l'épisode. Si vous avez des questions, moi je pense que ce serait super pertinent de faire un webinaire ensemble. Je pense que ce serait très intéressant parce qu'on a des choses qu'on voulait couvrir aussi. On en fait à peu près à chaque mois. Donc vous pourriez venir sur ce webinaire-là. Et puis merci d'être venu. Ça Pour m'a moi, fait c'est très plaisir. très très instructif. Merci de l'invitation. On va mettre les notes de l'épisode, on va mettre les liens aussi, si on va mettre les sources. Je pense qu'on a pas mal tout ce qu'on avait discuté. Puis les moyens de vous contacter. Puis je vous souhaite vraiment merci et une belle journée à tout le monde, à tous nos auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.